Bonsoir tout le monde, je suis très très heureux de vous recevoir sur la chaîne Réaction 19 Web TV, mais aussi sur tous les autres réseaux parce que nos émissions ne touchent pas simplement la YouTube, mais aussi sur X, vous pouvez avoir vos références et aussi sur tous les réseaux Facebook. J'ai le plaisir de vivre ce tête-à-tête phénoménal avec mon ami Jean-Michel Jacquemin Raffestin, c'est un nom à rallonge, un homme important, un nom à rallonge. C'est la troisième fois, je crois, qu'on se voit, ou la deuxième C'est fois. la troisième fois. Troisième fois, je crois. Non c'è due senza il tre, si dice in Eh sì. italiano. Donc, il est là parce qu'il vient de sortir. Alors là, vous connaissiez le premier. Ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font. Voilà cette belle couverture bleue, couleur bleue du drapeau français. Et ensuite, le deuxième tome, encore plus épais. Si vous avez envie de laisser votre femme, un petit coup sur la tête, ne leur pardonnez pas. Ils savent très bien ce qu'ils font depuis très longtemps. Préfacé par... Préfacé par moi. Effectivement, tu m'as fait l'honneur, pas lors de ton dernier, mais déjà le 2, je suis dedans. Mon cœur, une partie de mon cœur aussi. Et là, nous avons le troisième. Ce travail remarquable, mais on va y revenir. Ne leur pardonnez pas. Ils savent très bien ce qu'ils font. Voilà, le troisième tome. L'empire du mensonge. L'Empire du mensonge, bien de le rappeler. C'est une trilogie extraordinaire. Une trilogie, regardez bien les couleurs. Voilà, voilà, c'est le drapeau français, chers amis. Avec ça, Jean-Michel rappelle son amour pour la France, rappelle son amour pour la liberté. Il rappelle son amour pour la liberté d'expression, Oui. dont tu es vraiment un défenseur. Mais on va quand même respecter la ligne éditoriale de tête à tête. Tout à fait. Allons-y. C'est à toi de te présenter, de te raconter qui tu es, parce que même si les gens te connaissent, c'est bien de rappeler un tout petit peu ton histoire, quand en plus c'est une très belle histoire. Alors, je suis tout simplement un passionné des mensonges d'État. Voilà. Un petit peu de l'incrédulité des peuples aussi, qui avalent beaucoup de mensonges. Voilà, j'ai commencé avec Tchernobyl il y a 25 ans, les conséquences écologiques et sanitaires du nuage en France, parce qu'il n'était pas resté à la frontière, contrairement à ce que l'on nous avait indiqué. Et puis ensuite Fukushima, il y a 4 ans. Et puis là, depuis 3 ans, ce gros mensonge sur lequel on nous a fait croire. Voilà. Et ces livres remettent la vérité en place, aussi bien sur ce qui aurait pu être fait avec l'ivermectine et l'hydroxychloroquine. Maintenant, comme c'était expliqué dans le tome 2, il y avait plus de 402 études dans le monde avalisées par les pairs pour l'hydroxychloroquine, 98 pour l'ivermectine. Donc on savait vraiment que c'est quelque chose qui guérissait. C'était beaucoup mieux que certains médicaments qu'ils ont donnés à nos personnes âgées dans les EHPAD, par exemple. Voilà, et puis dans le tome 2, il y avait également un chapitre sur l'armée américaine, parce que on a tous dit que c'était les laboratoires, mais enfin les laboratoires n'étaient que les distributeurs, comme l'a fait remarquer d'ailleurs Robert Kennedy, qui aujourd'hui va avoir un poste très important aux États-Unis pour nettoyer un petit peu tous ces organismes, les CDC, le VAERS, le NIH, et puis mettre son nez dans les laboratoires un petit peu, voir ce qui s'est passé. Donc voilà, ça c'était le tome 2. Et puis le tome 2 également, j'avais un gros chapitre sur le climat, que j'ai nommé le Climarnac, Absolument. voilà, qui va faire l'objet du prochain livre aussi, pour l'année prochaine. Voilà, il y avait un chapitre sur la nourriture que nous impose Bill Gates et ses amis milliardaires, avec des viandes à base de cellules cancéreuses. Mais j'avais envie que les spectateurs et les amis te connaissent un peu mieux en tant qu'homme. Pour ton histoire, tu vis à La Réunion. Oui. Donc, je voudrais que tu parles un peu de toi, un peu de ton intimité. Tu as vécu en France, à Paris, après tu l'as quitté. Pourquoi? Voilà. Parle un peu de toi avant de parler de tes livres. Alors oui, j'ai fait toutes mes études à Paris, j'ai travaillé 20 ans à Paris, j'étais marié, j'ai eu 4 enfants. Les choses de la vie ont fait que, comme beaucoup, j'ai divorcé. Voilà, j'ai tout perdu. La société est partie en liquidation, donc la femme est partie aussi. Voilà. Et puis, donc, je me suis mis un soir devant la télévision où il y avait une émission d'une femme qui avait créé une association, Les Enfants de Tchernobyl. Pourquoi je l'ai contacté, je ne sais pas. Voilà, ça s'est fait.
Elle m'a reçu le week-end suivant, on a discuté, elle m'a dit je pars à Kiev, je t'emmène. Voilà, c'est comme ça que j'ai mis les pieds dans les mensonges d'État. Je me suis retrouvé à Kiev, j'ai vu ce qui se passait là-bas, en Ukraine. Et puis au retour, j'ai voulu écrire un livre, mais les éditeurs ne voulaient pas parce que c'était pas commercial, ça les intéressait pas. Et puis quelqu'un d'important est venu en France et je suis allé le rencontrer sur la base militaire de Reims. Et au retour, je me suis dit, s'il me fait la préface, ils vont me le prendre. J'ai d'ailleurs une lettre d'un grand éditeur parisien qui me dit qu'il n'y a pas de problème, ils me le prennent. Voilà. Donc j'ai repris mon Minitel, archevêché de Paris, qui m'a renvoyé sur l'Annonciature, où j'ai eu la chance de rencontrer Monseigneur Frana, qui m'a dit une préface du Saint-Père. J'y crois pas trop, mais je vous obtiens un entretien. Et je me suis retrouvé à Rome face à Jean-Paul II, qui m'a posé la question quelle allait changer ma vie. Mon enfant, avez-vous enquêté en France et non, moi j'avais seulement enquêté dans les trois républiques soviétiques, les trois ex-républiques soviétiques. Et donc, partant de là, je suis parti enquêter en France. Et même si après je devais avoir la préface de Monseigneur Etchegaray, c'était pas possible, puisque c'était un mensonge d'État que je dénonçais. Voilà. Et voilà, dès que le livre est sorti, j'ai été invité par Yves Calvi sur Europe 1. On a fait 2 heures, on a fait sauter le standard d'Europe 1. Et puis une semaine plus tard, j'avais une autre voiture trafiquée, je faisais 5 tonneaux. Pour le second livre, c'est le studio qui a été incendié. Et pour le troisième, Paris Match a fait un article avec 3 anciens ministres rattrapés par un nuage. Donc Michel Barzac pour la santé, Carignon pour l'environnement n'ont pas bougé. Mais Pasqua, qui était à l'intérieur, n'a pas apprécié. Il a attaqué Paris Match, qui m'a demandé si je voulais témoigner. Donc je me suis retrouvé à faire une conférence à la 17e à Paris. Et Pasqua a perdu. Et moi, j'ai gagné 8 coups de couteau un mois plus tard. Voilà. Quand même. Voilà. C'était important. Donc je leur en ai fait un 4e, Ouais. caché ce nuage que je ne saurais voir, et préfacé par un grand cancérologue, Dominique Bellepomme, qui était spécialisé dans les cancers dus à l'environnement, les pesticides, les engrais, le rayonnement, bien sûr. Voilà. Et là, ils ont stoppé, ils ont dit, il va nous en faire un 5e, sinon, vu qu'ils m'avaient loupé. Et puis, je suis parti vivre à La Réunion. Oui. Tu es parti ça fait combien de temps maintenant que tu as quitté En 2008. le métropole? 2008. En 2008. Et tu te sens bien? Qu'est-ce que tu as trouvé à La Réunion? Pour te permettre aussi d'écrire, d'avoir... Oui, j'ai passé 5 ans en Inde aussi. 5 ans en Inde. Je suis parti 5 ans en Inde, de 2012 à 2017. De 2011 à 2017, je suis parti en Inde. Mais je suis bien là-bas. J'ai dû être indien dans une vie antérieure parce que je me sens vraiment mieux en Inde, à Delhi même, qu'à Paris maintenant. Donc, et puis à La Réunion, c'est fantastique. On a l'océan, on a la mer, la montagne. Est-ce que tout le monde parle quand même d'un certain calme, une certaine sérénité à La Réunion? Est-ce que cela t'aide dans la rédaction de tes livres? Oui, ou est-ce que tu arrives à avoir... Parce que j'ai l'impression quasiment d'un contraste scénique entre La Réunion et puis quand je prends tes livres, j'ai l'impression de livres d'un citadin, de quelqu'un qui est dans le stress de la vie, alors que tu écris à La Réunion. Oui, non, je suis très zen. Tu sais, avant d'écrire, d'abord tous les jours, je fais mes méditations. Voilà, et puis avant d'écrire, je me connecte, et puis ça vient tout seul. Et je le vois. Et il y a une chose que je voulais te poser, parce qu'après, on va entrer dans les livres que j'ai dû lire avec un peu vite, hein, parce qu'il a fallu me préparer, parce que je l'ai reçu tardivement. Mais il y a une chose importante. Tes livres sont une source inépuisable de références. Il y a un travail, tu respectes quasiment la rhétorique aristotélicienne, c'est-à-dire un travail de recollement initial qui me semble faramineux. Moi, je ne me rends pas compte parce que je suis passionné et j'y prends plaisir. Mais c'est ce que l'on me dit, c'est ce que beaucoup de journalistes me disent en tous les cas, en me félicitant. Moi, je ne suis pas journaliste, je suis avocat. Oui, et je me rends compte parce voilà. que la rhétorique, même pour faire des conclusions, pour travailler un dossier, voilà. La phase initiale de recollement est un travail très important que souvent les avocats ne font pas. Ils vont vite au dossier, oui. Alors que ce travail-là est un préliminaire essentiel dans la rhétorique aristotélicienne. Et ce qui est important pour moi, c'est de donner au lecteur l'envie de chercher par lui-même, parce que l'information, elle existe. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de notes de bas de page. Oui. Là, je crois qu'il y en a 900. Le précédent, il y en avait 1500. Mais là, c'est important aussi parce que ça va permettre au lecteur de télécharger des documents d'État.
Parce qu'on nous dit que c'est pas vrai, ces documents n'existent pas. Si, ils existent, ils sont sur Internet. Les Américains les ont mis, donc on peut les télécharger, prendre conscience qu'on nous ment depuis des années sur cette guerre. Je voudrais faire une remarque à l'ensemble des personnes qui vont suivre cette émission, que jamais tu n'as subi d'action judiciaire par rapport au livre que tu as écrit. Non, Jamais. jamais. Ça, quand vous prenez des livres qui font plus de 1000 pages avec 1500 références et que on traite des dossiers délicats, Très parce délicat. que tu as touché quand même, ne leur pardonnez pas le 2, il y a quand même des attaques ad hominem très Oui. précis Oui, et sur l'armée américaine aussi, sur l'armée puisque américaine. il y a On les parle pas que de la explications, France, il y a bien les sûr. explications de la fabrication du vaccin et tout. Bien Donc, sûr. oui, oui. Et alors, c'est pour ça que je suis en train de dire, c'est que les livres vérité existent. Oui. Un livre vérité, c'est un livre sourcé, référencé, et qui n'a pas fait l'objet. Parce que quand on voit tous les fact-checkers, tous ces Voilà. chercheurs de mensonges qui sont là à tirer au boulet rouge dès qu'il y a une virgule de travers, je leur ai dit, parce que c'est un élément très important, vous pouvez acheter aux yeux fermés ces livres et avoir une sorte de Bible. Je l'utilise ce terme-là. C'est une Bible. Parole d'honneur du vécu Covid, de tout le vécu de la crise sanitaire, de tout ce qui est l'environnement. Tu nous as apporté de l'oxygène. Je le dis. C'est le terme que tu viens d'employer, je l'ai vu sur la Fnac et Amazon, les lecteurs qui l'ont acheté. Il y a deux termes qui reviennent, c'est ou la Bible du Covid ou l'encyclopédie du Covid. Absolument. Tellement il y a d'informations Absolument. dedans. C'est Ça pour ça que permet. ce sont des livres quasiment scientifiques. Ce n'est pas un ouvrage ou des ouvrages que l'on peut lire comme ça. Ce sont des ouvrages qu'on lit, qu'on doit méditer, que moi je pris le plaisir chaque fois que je lis tes livres d'aller ensuite faire mes recherches, compléter. Oui. C'est pour ça qu'il y a tes livres épais qui puissent être, n'épuisent pas le sujet, Voilà. mais ils l'ouvrent. Ce qui est important, c'est que tous les chiffres, toutes les informations que je donne viennent d'organismes d'État, du CDC, du VAERS, du NIH, de l'Institut Johns Hopkins, de l'ONS anglais, l'Office national de statistiques, qui donnait des statistiques toutes les semaines, qui est passé tous les mois, et maintenant ça passe tous les trimestres, tellement c'est grave, tellement il y a de décès en Grande-Bretagne. Et partout ailleurs. Il n'y a qu'en France où on n'a pas d'effet secondaire. Hein. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. C'est comme le nuage de Tchernobyl. Voilà, ça, c'est vraiment, c'est fabuleux. Moi, tous les jours, par mes lecteurs, je reçois malheureusement des photos, des articles de province ou de l'étranger, de jeunes de 17, 18, 16. Encore hier matin, j'ai reçu une jeune fille, le décès d'une jeune fille de 17 ans, morte dans la nuit. Donc, il n'y a pas d'autopsie. Mais depuis quand des jeunes de 17 ans font des AVC en jouant au foot ou meurent en dormant? Jean-Michel, je voudrais maintenant traiter et parler de ton troisième tome de cette trilogie. Trilogie sociale, trilogie politique, trilogie sanitaire, trilogie qui touche le cœur aujourd'hui de notre histoire. C'est ça. J'utiliserai cette synthèse. Ce livre est actuellement une sorte de photographie du monde dans lequel nous vivons, mais en utilisant un euphémisme comme dans l'Orphée, on passe le miroir pour aller, comme Orthébise dit à Orphée, on passe les miroirs pour aller chercher la mort et voir elle travailler. Dans ce livre, chaque chapitre est une sève extraordinaire. Je commencerai par le premier chapitre, qui est très très important. Tu commences par planter le décor. Planter le décor. Alors, vas-y, je te le laisse planter pour ensuite... Parce que c'est indispensable, parce que moi-même, je ne connaissais pas ça avant de partir chercher les informations. Alors, pour planter le décor, c'est très facile. Les États-Unis ont 850 bases militaires dans le monde. La Russie en a 15, dont une en Syrie, et les autres sont dans les anciennes républiques soviétiques. Et la Chine en a 5, dont certaines sont d'ailleurs en construction. Donc d'un côté, 850 et de l'autre, 15 et 5. Voilà. Il y a un chiffre qui apparaît, qui m'a profondément troublé, dont je n'avais pas connaissance, je le dis avec beaucoup d'humilité. À page 71, page 47 de ton livre, tu parles de 4,5 millions de personnes tuées par les Américains.
Depuis le 11 septembre. Depuis le 11 septembre. Ça, c'est quelque chose je ne me rendais pas compte. C'est qu'ils sont là à donner des leçons de vie, de démocratie, d'amour, etc. 4 500 000 personnes. C'est comme si la ville de Paris et une grande partie de sa banlieue Oui. avaient disparu. Et c'est une étude américaine, c'est fait par des Absolument. Américains. C'est pas des, on va pas nous dire que ce sont des fact-checkers russes. Non, non, Hein. C'est une étude américaine. Et cette Mais partie-là, sur les États-Unis, tu plantes le décor parce qu'en réalité, j'ai l'impression que tu pars un peu de ce qui est la cause, peut-être un peu de beaucoup de mots de notre époque. beaucoup de mots. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé une troisième tome. Il n'était pas prévu qu'il y ait un tome 3 d'ailleurs, mais c'est parce que l'origine des problèmes, elle vient du même endroit, elle vient des mêmes, parce que là encore, on retrouve le DOD, le département de la défense américain, etc. Il faut savoir qu'en 248 ans d'existence, les États-Unis ont été 228 ans en guerre. Il n'y a que 20 ans où ils n'ont pas été en guerre. Ils ont déclenché, sur 248 guerres, ils en ont pardon, sur 448 guerres, ils en ont déclenché 401 dans le monde. Et même en faisant mon enquête, j'ai découvert que mai 68, la CIA était derrière. Aujourd'hui, les documents sont sortis, on peut les trouver, tout simplement parce que le général de Gaulle avait fait le nouveau franc dans les années 60, en 60, et que ce nouveau franc prenait le pas sur le dollar, au même titre d'ailleurs que le New York Times avait titré De Gaulle fait sombrer Fort Knox, fait sauter Fort Knox, et donc fallait se débarrasser du général de Gaulle. En plus, en 66, il les avait mis en dehors de France des bases militaires, donc il fallait qu'ils se débarrassent de lui. Et je crois que c'est une des toutes premières révolutions qu'ils ont organisées, qui commençait par les étudiants. Et ensuite, ils en ont fait d'autres. C'est le rôle de la CIA. Oui. Le rôle de la CIA qui est déterminant. Tout à fait. C'est le rôle de la CIA. 70 et suivante, tu parles de la voilà, CIA. Et ça, c'est un chapitre extrêmement dangereux quand même, que tu développes quand même des arguments qui sont très forts. Tu parles de mai 68, mais la CIA, un peu comme une sorte de serpent de mer qui conditionne la vie politique du monde entier. Je crois qu'il y a 4 ou 5 pages de listing, de guerres, de révolutions qu'ils ont fait dans le monde, en Amérique du Sud, entre autres. Ça, c'était Henry Kissinger. Énormément. Donc, c'est des gens qui sont belliqueux. Ils ont commencé par tuer tous les Indiens en arrivant sur place, et puis ils continuent depuis. Et je pense que c'est une chance que Donald Trump ait été élu. Ça, on va en parler après. Ne me coupe pas les ailes. Je m'étais bien envolé à côté de toi pour tenter de suivre. Restons dans l'ordre. Restons dans l'ordre. Parce que le chapitre sur la CIA et le conditionnement de la révolution, appelons culturelle de 68, n'oublions pas que c'est en 69 que De Gaulle va demander lors d'un plébiscite pour la tentative de la suppression du Sénat, qu'il va perdre et qu'il va quitter. Et c'est pour cette raison que je pense qu'il y a beaucoup à dire sur le déclin de Gaulle et le rôle de la CIA dans son déclin et la révolution que tout le monde appelait entre guillemets culturelle et spontanée des jeunes associés à la régie Renault qui avait mis fin. Mais je pense que ce serait peut-être quelque chose que les grands passionnés de Gaulle devront peut-être avoir le courage de mieux examiner. Mais ils en voulaient beaucoup à De Gaulle parce que De Gaulle les a empêchés. Tu sais que quand les Américains sont venus en 1945, ils sont venus avec l'AMGO, c'est-à-dire une armée de libération du territoire, mais pour occuper le territoire. Ils sont arrivés, mais les gens ne savent pas. Moi, il y a 3 ans, je ne savais pas ça. Ils sont arrivés avec des billets verts en 50 francs, 100 francs. Ils venaient vraiment occuper la France. Et ils pensaient même découper la France, puisque ce qui est aujourd'hui les Hauts-de-France devait faire partie de la Belgique. Donc c'est grâce au général de Gaulle et à Winston Churchill, qui n'était pas trop chaud pour cette solution, que ça a pu ne pas se faire. Oui, mais après, ils ont mis en œuvre, comme dit Patrick Buisson, la soft revolution. Ça veut dire, quand les gens sont heureux de voir le rock and roll, etc., ça faisait partie de la stratégie de pénétration avec McDonald's et tout le reste. C'est une sorte de conquête, une soft revolution. Et si on fait un comparatif aujourd'hui, quand on voit les frères musulmans, ils travaillent dans une approche qui est inspirée par la CIA et les Américains dans la manière de pénétrer la France et l'Europe. Qu'est-ce qu'a dit Hillary Clinton dans le livre? Elle l'a déclaré au Sénat, c'est nous qui les avons faits. Bien sûr. Bien sûr. Non, elle le reconnaît elle-même que c'est eux qui ont formé Daesh et tout ça. Regardez, chers amis, que déjà en quelques pages que nous venons un tout petit peu d'évoquer, on est au cœur du système. C'est-à-dire que tes livres ont pour moi une force extraordinaire qui nous permet de comprendre la cause.
le lien de causalité Oui. entre... Et c'est là qui fait partie, je dirais, de l'essence de la culture. Chercher la causalité dans l'événement de la vie. Parce que beaucoup parlent de déterminisme. Moi, je ne crois pas au déterminisme. Je crois plutôt à ce qu'est le rôle de l'homme dans son pouvoir Oui. volontariste de direction dans les Oui. choses. Et tu l'exprimes très bien. Il n'y a rien qui est par hasard, mais tout est construit par la volonté de Voilà. l'homme. Alors, c'est Franklin Roosevelt qui a déclaré: en politique, soyez assurés que tout ce qui arrive est prévu depuis très longtemps. Et c'est ce que je démontre dans le livre, puisque non seulement il y a un rapport de 1954 qui explique que la CIA avait demandé à une institution de Washington comment on pourrait séparer l'Ukraine de l'URSS à l'époque. Alors bien sûr, quand l'URSS a explosé, ils sont tous précipités dessus. Et je vois aujourd'hui, on est en train de tourner autour du pot. Est-ce que l'Ukraine va rentrer dans l'OTAN? C'est pas ça la question. La question, c'est depuis combien d'années l'OTAN est rentré dans l'Ukraine? Voilà, parce que si on s'informe, on s'aperçoit que ça fait une trentaine d'années qu'il y a des militaires américains et britanniques en Ukraine. Ah, Michel, tu es merveilleux, ça nous permet d'introduire ton magnifique chapitre sur le roi de chocolat, Voilà. Monsieur Poroshenko. Poroshenko, le grand ami de François Hollande, Mhm. celui qui a dit en parlant des gens du Donbass: nous aurons du travail, ils n'en auront pas, nous aurons des retraites, ils n'en auront pas, et nos enfants iront à l'école et les leurs resteront à la cave. Voilà comment étaient traités les russophones du Donbass Oui, par ce grand président ukrainien. Oui. bien sûr. Et moi, je n'ai pas trop envie de rester sur Poroshenko parce que ce roi de chocolat, il a été très vite croqué, et croqué par la CIA notamment, Oui. et avec Il a été mis l'arrivée... en place Il par a la mis en CIA. place, mais l'arrivée ensuite de Zelensky. Alors là, j'ai appris plein de choses. Je te donne pas d'honneur. Parce que mon ignorance était d'un niveau exorbitant. Mais je te rassure, tout le Non, mais monde, personne ne connaissait quand tu Zelensky. parles qui est Volodymyr Zelensky, tu m'as épaté. Tu m'as épaté. Les gens ne connaissaient pas. La seule chose qu'on savait Tu de arrives, lui, non mais c'est-à-dire que tu arrives à structurer ce personnage et à nous faire comprendre les tenants et les aboutissants de le, son le, arrivée. le Et je pantin, voudrais que tu en oui. dises quelques mots quand même, Oui, que bien tu ne sûr. peux parler La- mieux que moi. Bien sûr, parce que la seule chose qu'on sait de lui, c'est qu'il joue du piano d'une certaine façon, avec un certain organe. Mais Zelensky, donc, c'était un comédien de bas étage, hein. Et en 2012, 2 ans avant le Maïdan, il a fait un film dans lequel il interprétait le personnage de Napoléon qui envahissait la Russie. Et les Américains ont vu le personnage et ils se sont dit c'est lui qu'il nous faut. Voilà. Donc le film C'est pas un petit détail, hein, a c'est tellement important. été très vite enlevé. Peu d'Ukrainiens l'ont vu finalement. Et c'est les scénaristes d'Hollywood qui ont fait une série, Le Serviteur du Peuple, dans lequel un professeur devenait président d'Ukraine. Alors ça s'est passé sur 3 ans, il y a eu 3 séries. Et naturellement, la dernière série, le dernier épisode, le professeur est élu président. Et cet épisode a eu lieu 4 jours avant les élections. Absolument. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pendant les élections, Zelensky n'a jamais parlé en direct. Tout ce qu'il disait, c'était enregistré à l'avance et c'était les paroles du professeur dans la série. C'est la meilleure campagne présidentielle qui ait jamais eu au monde. Je pense qu'un jour, elle sera étudiée parce que c'est vraiment quelque chose. Mais je pense vraiment que jamais j'ai vu ou lu une telle précision analytique sur Volodymyr Zelensky. Hein. C'est-à-dire, si tu as mis, là, tu ouvres vraiment une boîte, la boîte de Pandore par rapport à ce personnage. Il faudrait C'est que les Scott gens... Ritter. Scott Ritter a fait un film sur lui, l'agent Ouais. Z, justement, et il l'a interviewé et c'est lui qui a tout décortiqué. Donc c'est vraiment un pantin qui a été mis en place par les Américains, comme ils avaient mis Poroshenko. Je pense sincèrement qu'au début, il était honnête. Il pensait qu'il allait pouvoir apaiser les tensions qu'il y avait au Donbass et tout. Seulement, il a été très vite rattrapé par le parti de la Sloboda, qui est le parti nazi qui est à la Rada. Et dès le septembre 2019, ils ont mis la main dessus. Ils ont dit: Coco, non, tu vas faire ce qu'on te dit. Voilà. Et on voit quand même la manipulation, parce qu'après la présentation de Zelensky, tu parles effectivement de la violation des accords de Minsk. Voilà. Et c'est un moment très important dans ton livre, parce que
tu nous permets de connaître, sur un plan quasiment historique, comment se sont passées les choses. Quelques mots sur les accords de Minsk, la violation et la volonté de les violer délibérément pour Oui, provoquer la guerre. c'est surtout triste de voir qu'un président français a pu signer des accords en sachant qu'ils étaient faux, qu'ils ne seraient pas respectés. C'est triste parce que la signature de la France ne vaut plus rien maintenant. Bon, la signature de l'Allemagne non plus. Mais au bas d'un traité De international, l'Espagne non plus. ça n'a De plus, l'Italie non plus. ça n'a aucune valeur. Oui, mais bon, c'est la France et l'Allemagne qui ont signé. Hein. Bien sûr, bien sûr. Voilà, il y avait le Bélarus qui était là aussi pour signer, mais c'est tout. Ils s'étaient engagés, et ça va plus loin parce que même quand le président Macron a été élu, il s'en est pas occupé. Or, il devait continuer à surveiller que les accords de Minsk soient respectés. La première réunion qu'il a fait, c'est en décembre 2019, donc 2 ans après son élection. Alors, les accords de Minsk, il y a eu 2 accords de Minsk. Il y a eu ceux de septembre 2014, qui étaient mal faits parce qu'il n'y avait aucune date d'indiquer. Et donc, il y en a eu des accords de Minsk 2 en février 2015, là avec des dates, avec des choses beaucoup plus carrées à réaliser. La seule chose qui a vraiment été réalisée, c'était l'échange de prisonniers entre les deux pays. Sinon, ça n'a pas été plus loin. Et dans la suite du prolongement de ce que tu parles des accords de Minsk, tu fais un chapitre très important sur l'OTAN. Oui. Et ce chapitre-là est aussi d'une richesse incroyable parce que tu nous présentes la face cachée de l'OTAN, tu nous mets en exergue cette sorte d'imbroglio politico-guerrier, militaro, voilà, quelques mots sur ça, parce que c'est un autre chapitre exceptionnel. C'est un autre chapitre, mais c'est la base de tout. On peut parler de Victoria Nuland, qui était à la base... alors, elle a travaillé sous 6 présidents, quand même, au secrétariat d'État. Sauf sous Trump, bien sûr, elle n'a pas travaillé à cette époque-là. Et elle, on peut dire qu'elle est vraiment à la base de ce qui s'est passé en Ukraine, de la guerre. D'ailleurs, quand il y a eu le Maïdan, elle est venue distribuer des petits pains aux manifestants. Il faut savoir que le Maïdan a commencé par des étudiants, par 1000 étudiants, hein, pas plus. Et ils étaient surpris qu'on n'en parle pas. Donc les milices nazies ont dit faut qu'on tue au moins une centaine de personnes. S'il y a 100 morts, on va en parler dans les journaux. Voilà, c'est comme ça qu'est né le Maïdan, qui a quand même été bien mis en place par un certain homme politique français, qui était le conseiller particulier de Mikhail Saakashvili en Géorgie. Et puis quand ça a chauffé en Géorgie, alors que sa femme était ministre de l'Intérieur en Géorgie, ils ont quitté précipitamment la Géorgie pour arriver en Ukraine. Et il a quand même activement travaillé sur le Maïdan. Et d'ailleurs, quand il y a eu le nouveau gouvernement ukrainien, son épouse a abandonné son nationalité géorgienne pour devenir ukrainienne. Et elle s'est retrouvée ministre de l'Intérieur en Ukraine. C'est la seule femme au monde qui a été ministre dans deux pays différents. Parmi les événements importants que tu relates dans ton ouvrage, il y a l'affaire Nord Stream. Oui. Tu en as fait un chapitre très important. C'est très, très important. Pourquoi ? Alors, c'est très important pour 2 choses, d'abord. Même si tu as des journaux comme Libération qui, dès le lendemain de la mort de Navalny, savaient que c'était Poutine qui l'avait assassiné, 18 mois après, ils ne savaient toujours pas qui avait fait sauter Nord Stream. Bon, il faut rappeler que même si on remonte dans le temps, Condoleezza Rice avait déjà dit que ce gazoduc serait dangereux parce qu'il permettait à la Russie de vivre, puisque 80% de son économie était basée sur le gaz et sur le pétrole. Donc ça date de vieux. Ce n'est pas le premier gazoduc que les Américains font sauter. Reagan avait déjà fait sauter un gazoduc russe sur les renseignements qui lui avaient été parvenus par le président Mitterrand à l'époque. Donc là, ce gazoduc, il posait vraiment des problèmes pour les États-Unis. Et donc, en janvier 2022, le président Biden, à côté de Schultz, tout sourire, a dit que si les Russes franchissaient la frontière, Nord Stream, ce serait terminé.
Voilà, ça c'était annoncé de plusieurs fois. Victoria Nuland l'avait également dit. Victoria Nuland, c'est la fameuse qui a lancé Fuck the UE et qui a mis en place le gouvernement Poroshenko, hein. Elle a choisi tous les ministres. Il y a la conversation dans le livre d'ailleurs. Est-ce que Et tu donc, penses, pardon, que la situation économique causée aussi par la position énergétique de l'Allemagne, oui. Ah bah c'était le but également de séparer l'Allemagne de la Russie. Parce que l'Allemagne, 66% du gaz russe arrivait en et Allemagne. les répercussions sont quand même là sur le plan économique, on le voit très bien. Voilà. Parce que du fait de la politique énergétique fondée sur le fossile et le gaz, ils sont dans une merde À qui profite épouvantable. le crime? Aux États-Unis, qui n'arrivaient pas à placer leur gaz de schiste à cause des écolos allemands ou français même. Et c'est d'ailleurs curieux, aujourd'hui on ne les entend plus sur ce sujet, puisqu'en France c'était interdit. Alors vous comprenez mieux, chers amis, la position de Mme von der Leyen, toujours prête à faire des bisous avec l'exemple en prise américaine, faire tout le nécessaire pour arriver à détruire tout lien avec le monde de l'Est pour continuer à dévenir. Nord Stream, on a eu la chance d'avoir Seymour Hersh, qui est quand même un excellent journaliste, un prix Pulitzer 70, qui a fait une enquête parce que naturellement il a des connexions avec des gens très haut placés dans le gouvernement, même très très haut si on lit bien l'étude qu'il a produite. Et donc on sait bien que c'est les Américains qui l'ont fait. Avec les marins norvégiens, parce que les plongeurs norvégiens sont plongeurs de génération en génération, donc ce sont les meilleurs plongeurs au monde. Et ils ont donc profité des essais de l'OTAN en juin 2022. Ça s'appelle Baltrop 22 d'ailleurs. Et alors ce qui est formidable, parce que vous pouvez trouver l'exercice sur Internet, hein, vous pouvez le télécharger et le lire. Et de l'exercice, c'était de déposer des mines. Et puis, une autre équipe venait ou les récupérer ou les faire exploser. Voilà. Donc, c'était à 90 mètres au fond. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'ils les ont déposés. Ils se sont quand même un peu aperçus que s'ils les faisaient sauter quelques jours après Baltrop 22, c'était un peu trop téléphoné. Voilà. Donc, ils ont demandé un dispositif qui pourrait faire exploser plus tard. Et donc en septembre 22, c'est un avion c'est un avion de l'armée norvégienne qui est passé au-dessus, qui a lancé une bouée et la bouée a déclenché. Ça, c'est la première chose. Par contre, il y a un monsieur qui s'appelle Jeffrey David Sachs, qui est un économiste mondialement reconnu. Il a fait 4 fois la couverture du Times Magazine. C'est un conseiller particulier de Guterres, d'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Et lui, il a déclaré aux Nations Unies que c'était un acte de terrorisme international et qu'il devait absolument y avoir une enquête. Voilà. Il l'a prononcé, mais il n'a pas été entendu, apparemment. On voit très bien que les Nations Unies, actuellement... Et ce que les gens ne savent pas, c'est l'étude qu'a fait un physicien suisse, Hans Benjamin Braun, qui est spécialisé dans tout ça, vraiment. Et il s'est aperçu que dès le lendemain de l'explosion, la radioactivité arrivait en Pologne, que 3 jours après, elle était dans son pays, en Suisse. Donc, il a fait des comparaisons, également avec les enregistrements sismiques à 1500 km, des comparaisons avec les explosions nucléaires de la Corée du Nord. Et il s'est aperçu, en les comparant, que ça se matchait parfaitement. Il s'est aussi aperçu que pendant plusieurs mois, pratiquement 1 an, la Baltique, sur 100 km autour, a augmenté de 5 degrés. Voilà. Que ça a modifié les courants également. Et donc, pour lui, c'est une mini-bombe nucléaire qui a été utilisée. Voilà. Parce qu'il donne toutes les précisions sur Nord Stream, c'est-à-dire la dimension du diamètre, la dimension de l'acier, de tout ce qui était autour, du béton autour. On ne pouvait pas descendre du TNT, 250 tonnes de TNT. C'était pas possible. Bien sûr. Voilà. Alors qu'une mini-bombe nucléaire, c'était beaucoup plus facile à poser et puis les dégâts étaient beaucoup plus considérables. Et donc, il a donné son étude, envoyé son étude à l'ambassade de Russie et des États-Unis en Suisse. Il n'a pas eu de réponse, donc il l'a envoyé à l'ONU, il l'a envoyé partout.
Et il n'a pas eu de réponse. Et on lui a fait comprendre qu'on ne pouvait pas reconnaître que c'était une mini-bombe nucléaire parce que ce serait reconnaître que les États-Unis avaient déjà lancé une bombe nucléaire dans cette guerre. Avec des Voilà, conséquences on épouvantables. avait déjà l'ancien secrétaire général de l'OTAN, Stoltenberg, celui qui a arrêté en septembre, qui avait déclaré que la guerre n'avait pas commencé en 22, mais là il a dû se mordre la langue, mais qu'elle avait commencé en 2014. Ce qui explique que finalement, c'est pas Poutine qui a déclenché la guerre. Absolument. Les Américains reconnaissent que l'OTAN a déclenché la Bien guerre sûr. en 2014. Bien sûr. Donc si en plus ils doivent reconnaître qu'ils ont utilisé une mini-bombe nucléaire, c'est catastrophique. Pour la petite histoire, les pays de l'OTAN ont refusé de signer, enfin d'avaliser une étude sur Nord Stream. Pour savoir qui a fait sauter, la France a refusé tout de suite. C'est comme l'envoi de la mission en Chine pour voir Voilà, le virus, la zone. Voilà, c'est ça. Mais pour revenir, alors là, Nord Stream, c'est extraordinaire, mais tu me parles d'un personnage que je le considère un peu une clé de voûte, de Navalny. Navalny, tu as fait un autre chapitre très Oui, important. j'ai fait un chapitre sur ce monsieur. D'abord, là encore, à qui profite le À crime? qui profite le crime? Voilà, il faut toujours poser cette question. Alors, Navalny, il était en prison depuis des années, au fond de l'Arctique, il dérangeait personne. Quand il faisait de la politique, il était à 2%. Le mieux qu'il a fait, c'est quand il s'est présenté à la mairie de Moscou, où il a fait 20% grâce aux voix du parti de Poutine. Voilà. Et puis, bon, depuis, il a eu des procès, des détournements de fonds, entre autres le procès avec le parfumeur français, voilà, dont le nom m'échappe. C'était un raciste. Il déclarait que les musulmans étaient des mouches ou des cafards qu'il fallait écraser, que les homosexuels étaient des pédés qu'il fallait enfermer. C'est d'ailleurs à ce titre, pour ces deux déclarations, Amnesty International lui a enlevé son titre de prisonnier. Voilà, donc c'est cet individu que les politiques français sont venus défendre. Alors déjà, on a eu, dès le lendemain, un Franz-Olivier Gisberg qui a écrit « Le mini-tsar de Moscou devait vraiment avoir peur pour avoir fait tuer Navalny ». On a tous les politiques français qui se sont ridiculisés, même un Zemmour, parce que je pense que Zemmour connaît quand même l'histoire, il nous en parle assez. Les propos qu'il a tenus, c'était ridicule. Alors tous, ils y ont eu droit. Glucksmann, Mélenchon, Le Pen, Bardella, c'était pratiquement un saint qui était décédé. Le plus drôle, c'était certains membres du gouvernement, vu les déclarations qu'avait fait Navalny. Ça, c'était assez drôle de les voir pleurer sur son sort. Et puis, on s'est aperçu quoi? Après l'autopsie, elle a été révélée. Et c'est les Ukrainiens qui l'ont révélée en plus. Absolument. Et ils l'ont révélé en disant ça me fait pas plaisir du tout, mais on est forcé de reconnaître qu'il est mort d'un arrêt cardiaque. Voilà, et alors sa mère et son avocat l'avaient vu 15 jours plus tôt. Et sa mère a dit mais il était en pleine forme. Et moi je dirais ben oui, il était en pleine forme. Comme toutes les mamans qui voient leurs jeunes de 16, 17, 18 ans partir au foot, il est en pleine forme. Et puis une heure après, il meurt sur le terrain de foot. Voilà, Navalny, pour aller se faire soigner en Allemagne, il avait reçu une certaine injection, 2-3 doses. Et puis ce jour-là, il a été faire une malade, dans le froid, bien sûr, mais peut-être qu'il a fait un petit footing. Et puis à l'arrivée, il a eu un caillot de sang. Et le graphène, on retrouve un chapitre du tome 2 où c'est expliqué. Oui. On voilà. avait parlé l'autre fois quand nous avons fait notre... Voilà. Parce que c'est un des chapitres qui était très important pour le travail de recherche que Vincent Dinoff a fait aussi sur la question du graphène. Voilà. Mais ça sert à un autre chapitre. Donc Navalny est mort d'un AVC, comme malheureusement des millions de personnes actuellement dans le monde. Avec aussi tous les myocardites, les péricardites, et les conséquences cardiovasculaires dues effectivement de cette injection. Et en réalité... Je voudrais préciser, Carlo, que Poutine n'avait aucun intérêt. Il venait de faire une interview avec Tucker Carlson qui avait fait près d'1 milliard de vues. Il était à 80%. Un mois après, il a été élu à 87%. Et il avait un PIB qui explose par rapport à celui de la France. Vraiment, il avait profite de crime. Il n'avait aucun intérêt. Et d'ailleurs, en Russie, plus personne ne s'occupait de Navalny. Et là, après ce chapitre-là,
tu travailles sur un chapitre dont les gens, ils ont quand même entendu cette histoire du nazisme ukrainien. Bon, bien sûr, historiquement, on sait très bien que l'Ukraine a participé activement à travers nombre, je pense qu'on parle de 200 000 ou 300 000 hommes ukrainiens au service du Troisième Reich. Ça, Bah, c'est la le garde chiffre rapprochée d'Hitler, était ukrainien. c'était des Sans Ukrainiens. compter les camps de concentration, sans compter Voilà, le fait qu'ils ont participé activement à la mise en œuvre de la solution finale avec des camps de concentration oui. présents en Ukraine. Mais là, tu nous parles des nazis aujourd'hui, du nazisme présent aujourd'hui. Est-ce qu'il est enraciné? Alors, je parle du nazisme aujourd'hui, ce que faisaient nos médias avant. J'ai cité plusieurs titres Et notamment de journaux SCI, des journaux et tout ça, français, absolument. oui, ou même une sénatrice, Nathalie Goulet, qui avait fait un rapport au Sénat et qui avait interpellé le ministre des Affaires étrangères de l'époque, qui était M. Kouchner. Au début, on était conscient qu'il y avait du nazisme. Et notamment le groupe, jusqu'en 2014. le groupe Azov et ses Voilà, groupes... Azov, c'est les différents régiments, dont le régiment qui avait brûlé Oradour sur Bien sûr. Glane. Voilà. Il a été très difficile ce chapitre pour moi parce que, par exemple, ils font aussi des colonies de vacances pour embrigader des gamins de 12 ans pour tuer du moscovite. On va les tuer, et ceux qu'on va tuer, eh ben, ce sera ça de moins que nos enfants auront à tuer. Enfin bon, ils sont complètement lobotomisés dans ce monde-là. Et puis, bon, bah oui, j'ai mis les cartes de la progression des votes du nazisme, enfin du parti Svoboda. Absolument. Voilà, c'est le parti que, soi-disant, M. BHL n'a pas vu quand il était au Maïdan. Non. Voilà, il avait les drapeaux juste devant les yeux, j'ai mis les photos, mais lui, il les a pas vus. Pour lui, les nazis, c'est le RN. Non, les nazismes, ils sont vraiment présents. Ils sont très présents à la Rada aussi, l'Assemblée nationale ukrainienne. Et c'est eux qui ont tenu Zelensky. Je pense qu'au début, Zelensky partait peut-être bien. Et puis bon, ils l'ont très vite remis dans leur droit chemin à eux, avec ce qu'il fallait faire. Parce que eux, c'est eux qui, après les accords de Minsk, c'est eux qui ont continué à tuer. L'ONU reconnaît qu'il y a eu 15 000 morts dans les régions du Donbass. Donc 15 000 morts reconnus, mais beaucoup plus en réalité. Et c'est les régiments nazis qui faisaient ça. Après ce chapitre-là, il y a deux chapitres très importants, qui sont le chapitre des sanctions européennes, oui, et des effets, avec la corruption. Je les traite intéressant parce qu'il y a un lien dans ton ouvrage sur les deux, il y a un lien extrêmement imbriqué. Oui. Alors, écoute, tu te rappelles notre ministre des Finances qui voulait mettre l'économie à genoux? Bien sûr. Il a mis celle de la France. Il a réussi. Il a réussi. Celle de 1100 milliards en 7 ans. Le grand maître. Voilà. Mais bon, moi, je l'ai déjà dit dans une interview, je trouve que des personnes comme ça devraient quand même être arrêtées et être jugées. C'est pas possible. Tu serais directeur dans une grande société, dans une holding, tu augmenterais la dette d'un tiers. Bien sûr. Tu trouverais tes boîtes en carton, puis on te met à la porte tout de suite. Et là, ce monsieur, non, il continue à écrire ses romans. Il a écrit 7 romans quand même. Oui. Il aime bien des sortes de cucu. Hein, oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Hein? Voilà, il exactement. est très passionné. Donc, moi, je vois le temps que ça prend d'écrire un livre. Donc, j'imagine le temps que ça prend d'être ministre des Finances d'un pays. T'as pas le temps d'écrire, hein, franchement. Et surtout d'écrire des choses dans lesquelles sont d'une profondeur analytique corporelle jusqu'au plus profond. Voilà. Hein, ça, mais enfin, il a gagné le titre de Nono le dilaté quand même. Hein. Voilà. Bon. Donc, les sanctions, finalement, elles nous sont retombées sur la gueule. Ouais. Voilà. On a Renault qui a perdu 3 milliards. Ouais. Total qui a perdu... On parle grosso modo d'une influence des sanctions. On se chiffre entre 5 et 10% du PIB quand même, les effets. Oui, Total a perdu 1 milliard. Ouais. Au bout de 9 mois, pour l'Europe, elle avait perdu 100 milliards. Il faut quand même savoir que 50% des sociétés sont restées en Russie, parce que bon, ils sont pas tous cons comme les Français. Hein. Renault avait plein d'usines depuis 30 ans.
hein. C'était le premier constructeur automobile étranger. Et bon, ils sont partis du jour au lendemain avec 1 rouble. Le rouble, à l'époque, c'était 0,50 centimes d'euros, hein, quand même, hein. Donc, bon, il y a une possibilité de rachat dans les 6 années qui viennent, mais enfin, bon, c'est pas sûr. Je pense que M. Poutine a été très patient, mais qu'il va peut-être pas quand même être très gentil aussi, maintenant. Je pense d'ailleurs qu'on a de la chance d'avoir Poutine. On aurait Dmitri Medvedev, ce serait différent, hein, sincèrement. Et puis donc, alors maintenant, notre Frau von der Leyen, alors il était question de prendre les intérêts de l'argent qui est bloqué. Tout à fait. Mais maintenant, Frau, elle veut non, les 300 milliards. Tout à Elle fait. veut prendre les 300 milliards, bloquer les 300 milliards de biens russes qui sont à Pour les l'extérieur. utiliser ensuite et les Voilà, reverser pour même à l'Ukraine. l'Ukraine. Voilà. L'Ukraine. Non, mais déjà, ils savent déjà, la reconstruction totale de l'Ukraine, ce sera 700 milliards. Ça, ils le savent. Donc, elle veut faire ça. Avec les Américains dans le dos, bien sûr, parce que 192 milliards sont détenus par les Européens. Voilà. Alors, ils ont oublié une chose, c'est que les Européens travaillaient aussi en Ukraine. Les banques françaises ont prêté, et allemandes et suisses ont prêté de l'argent en Russie pour 298. Alors, d'un côté, il y a 300 milliards, de l'autre côté, il y a 288. Ça s'équilibre à peu près. Et sur l'autre, il dit, je ne paierai Voilà, plus. c'est On la compense. banque belge de Euroclear, c'est Euroclear qui détient ces 192 milliards. Et si jamais il les bloque, la Russie peut attaquer Euroclear à Dubaï ou à Hong Kong. Et Euroclear, c'est 37 000 milliards. Et si on leur fait bloquer les fonds, si ça part en justice, qu'on leur fait bloquer les fonds, c'est un jeu de domino, là. C'est toute l'économie mondiale qui s'écroule. On voit très bien que ces propositions sont lancées, font le titre des journaux, mais ensuite voilà. tout se dégonfle. Mais bien sûr. Il ne faut pas oublier l'Arabie Saoudite a dit que si ça se faisait, l'Arabie Saoudite vendait les dettes qu'elle détenait sur les pays européens. Enfin bon, ça va être une grosse pagaille, quoi. Donc, Mais les gens, les politiques, cette nouvelle élite, qui ne connaissait pas beaucoup l'histoire, elle ne s'est pas rendue compte que depuis la chute du mur de Berlin et la fin aussi de l'Empire russe, il y avait des interactions économiques qui s'étaient développées d'une manière foudroyante. J'avais lu un livre qui expliquait bien toute l'évolution économique. Et on n'était plus dans un système clos dans lequel, effectivement, tu dis je ne te donne pas ça et je te mets dans la merde. Je ne te donne plus de pain, il n'y aura plus de pain. Pas du tout. La Russie, j'ai eu la chance de rencontrer pas mal de personnes, et notamment même le porte-parole de l'ambassade de Russie qui a été maintenant renvoyé. Voilà, le cher Alexander Magokonov. Magnifique. Qu'ils ont viré comme un malpropre. Alors là, tu vois, les OQTF, il y en a, ça va très vite. Hein, quand je l'ai appris, j'étais en Inde, je l'ai tout de suite contacté, et il me dit, mais je suis déjà à Moscou. Oui. Donc ça a été... Ça a été foudroyant, mais en même temps, il y avait vraiment un risque pour lui, parce qu'il avait défendu de manière assez extraordinaire sur les chaînes, notamment sur BFM. Oui, c'est ça. Ils tous préparés. C'est l'interview de BFM qui a tout déclenché. Mais... Tu sais, j'avais demandé à Alexander, c'est pour ça que ce livre n'a pas de préface, j'avais demandé à Alexander de faire la préface du livre. Voilà, et je lui envoyais les chapitres au fur et à mesure que je les écrivais. Et fin juin, il m'a dit, c'est vraiment très chaud pour moi, après mon interview à BFM, je ne veux pas rajouter de l'huile sur le feu. Moi, j'ai déjeuné avec lui et avec d'autres personnes, et effectivement, c'était très tendu. C'était tendu, et il sentait vraiment qu'on poussait, on mettait la chaleur sur son coin. Oui. Mais c'est un homme remarquable. C'est un homme remarquable. Une connaissance de la France, de l'histoire de France, exceptionnelle. Exactement. Tout Moi, à fait. Je me suis régalé. Certainement mieux que d'autres présidents. Ah non, mais ça, c'est quand même mieux de beaucoup. Oui, non. Et puis alors, un calme, une maîtrise par rapport au hyène qu'il avait en face de lui pour l'agresser en interview. Vraiment, moi, j'ai une grande admiration pour lui. Il est passé 2 fois, il a gagné par KO. Et ça, c'était terrible. Voilà, exactement. C'était terrible. Et surtout, c'est qu'il plaisait aux Français. Ces interviews sont vues par 700 000, 900 000 Français à chaque fois. Avec des résultats des sondages à 80%. Voilà, donc... Et il expliquait d'une manière perdante. C'est pour ça que je me suis permis de rappeler, Alexandre, parce que ton livre me fait penser un peu à lui dans la manière de mener la réflexion historique sur ce qui se passe. C'est pour ça que j'ai eu la chance de connaître ce monsieur, et c'est... vraiment quelqu'un d'exceptionnel. C'est regrettable
qu'il ait été viré comme ça, qu'il lui a enlevé toutes ses autorisations du jour au lendemain. De toute façon, il ne pouvait plus. Il risquait de ne plus être en protection et ça devenait Oui, vraiment et dangereux. puis il m'a dit, ils m'ont fait beaucoup de mal quand même. Donc, Bien sûr. Non, mais je préfère ses propres termes, c'est je préfère laisser tomber la poussière. Non, mais c'était une immense capitale parce que Poutine en avait fait son petit bijou d'avoir lui. Parce que pour Poutine, Paris est très important au niveau d'image. Et quand il a été nommé, il était nommé exprès parce qu'il avait fait des études. Il connaissait parfaitement. La vie française. Donc, ce n'était pas quelqu'un qui, en plus, un passionné de la France. Hein. Oui. Quand tu parles d'histoire avec lui, c'était c'est extraordinaire, passionnant. Oui. Mais pas simplement l'histoire récente, même l'histoire ancienne. Nous avons parlé des rois, nous avons parlé des rois de France, etc. Et il connaissait tout de Louis XIV, etc. Henri IV, on a parlé de Léonard de Vinci. Il connaissait parfaitement les dates, etc. Donc, c'est le signe. Quand on a des personnes comme ça, moi aussi, je suis italien, mais j'aime la France, je suis passionné. Tu imagines les journalistes qu'il avait en face de lui dans les interviews. Enfin, moi, j'appelle pas ça des journalistes, c'est des influenceuses d'abord, et puis elles ne connaissent rien. Elles ne connaissent rien de l'histoire de France. Il faisait toujours, à chaque réponse, une référence historique pour puiser le comparatif. Et les mecs, ils étaient tous perdus parce qu'ils n'ont pas ce référentiel. Voilà. Et quand tu n'as pas le référentiel historique en France, de l'histoire de France, tu ne peux pas tenir un débat. Parce que la France, elle s'est construite avec son histoire, comme tous les pays, mais encore plus que les autres pays, parce que l'histoire de France, c'est l'histoire éclatante qui nous amène à la Révolution, à ce que la France a été dans le monde. Et si tu ne connais pas celle-là sous le bout du doigt, une autre personne dont je me régale actuellement est le livre de Philippe de Villiers. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le lire. Je ne l'ai pas lu. Non. Un mémoricide, vraiment conseil à tout le monde, je l'aurais dit encore, un livre exceptionnel. Vraiment un livre extraordinaire, d'une écriture exceptionnelle. Vraiment, les mots, chaque phrase est un chef-d'œuvre. Chaque phrase pourrait être entourée et mise sur le fronton de nos palais. Ouais. Vraiment, un livre non, mais exceptionnel. J'ai lu ses précédents, donc... Mais quand tu liras celui-là, et tu me diras, on en parlera ensemble lors de la prochaine interview. Pour continuer notre bonhomme de chemin, il y a l'attentat du Cross City Hall. Oui. Tu en parles d'une manière très précise, avec des détails très importants. Oui, j'en parle parce que c'est... Pourquoi tu as voulu mettre cette référence dans ton livre? Oui. Tu le considères quel rôle, quelle fonction a pu avoir dans la situation de l'histoire? Pour démontrer une fois de plus ce que les Américains et les Anglais sont capables de faire. D'abord, je fais des comparaisons avec d'autres attentats qui ont été faits par le MI5. Et je rappelle quand même que 4 jours avant, Obama est passé voir Richie Sunak, qui était Premier ministre à l'époque. Donc on rappelle qu'il fait partie du groupe de Davos, quand même, Richie Sunak, avec Trudeau, avec Macron, sont les élites Alors, ces trois-là de Davos. Sont très liés d'ailleurs, sans rentrer dans les détails. Mmh. Et donc, on peut se demander si Obama n'est pas passé donner le feu vert. Et c'était important de la façon dont ça s'est passé, parce que là, s'ils ne savaient pas qui a fait sauter Nord Stream, là, ils savaient tous que ce n'était pas les Ukrainiens. Dès le lendemain, les premiers journaux anglais ont titré « Non, ce n'est pas les Ukrainiens ». Voilà. Une fois de plus. Non, mais j'espère que les gens prennent conscience combien sont ridicules nos médias quand même, hein, franchement. C'est un filigrane. Tu en fais un chapitre, tu parles d'ailleurs de médias après, de manière très précise, mais aussi dans ta conclusion. Mais ce qui est très important, parce que là, on arrive à ce qui intéresse beaucoup. Attends, je voudrais terminer sur cet attentat. Donc, naturellement, les auteurs ont été arrêtés très rapidement, dans les 24 heures. Ils n'avaient même pas changé de voiture. Ils se dirigeaient en Ukraine. Ils ont déclaré qu'ils allaient en Ukraine parce qu'ils allaient toucher la moitié de l'argent qui leur avait été promis. J'ai mis la photo parce qu'ils font le baya. Le baya, c'est le serment. Ils font le baya avec l'index de la main gauche. Alors, il faut quand même savoir qu'un enfant de 5 ans, élevé dans une famille musulmane, sait que le baya se fait de la main droite. La main gauche, c'est la main impure dans l'islam. Donc, on ne fait pas le baya de... Non, c'est pas cette photo-là. Non, c'est pas cette photo-là. On ne fait pas le baya de la main gauche. Voilà la photo. Voilà la photo. Voilà. Voilà, là. Voilà.
Voilà. Je baisse. Donc il y avait plein de choses qui n'allaient pas dans ces déclarations, bien sûr. Et il faut savoir qu'il y a eu plus de 132 morts. Bien sûr. Voilà. Et puis, alors bien sûr, on essayait de monter contre les musulmans. C'était le but. Et il faut savoir que c'est un petit jeune musulman de 15 ans, Islam Alilov, qui a sauvé 200 Non, personnes mais à peu près. Poutine n'est pas tombé dans le piège. Hein, Voilà. parce que Poutine, on Mais sait ce non, qu'il a pu bien faire sûr, mais bien sûr. contre l'islamisation, contre C'était l'islam voilà. Mais c'était terroriste, mais pas ce un cas. petit collégien de 15 ans qui travaillait le soir pour gagner de l'argent et lui connaissait les couloirs et il a réussi à faire partir 200 personnes. Cher ami, Donc c'est le héros quand même, 15 ans. ce chapitre se termine sur un héros, enfin, c'est important. Maintenant, voyons le héros français. La politique d'Emmanuel Macron, tu as fait un chapitre. Ça t'a plu, alors, ça, hein? Et ça. tu as vu comment je commence ce chapitre? Je vais le rappeler, parce que c'est très intéressant. C'est très important. Oui, Et il y a ça, tellement de politiques qui ont tourné leur veste. Mireille Mathieu et guerre en Ukraine dans la même phrase. J'attends un médiateur de la carrure d'un Mandela pour provoquer une éclaircie. Hélas, je doute que ce soit Emmanuel Macron, Voilà, Mireille Mathieu. dans la gueule. Voilà. Voilà, parce que si tu veux, c'est ce petit bout de femme qui chante en URSS, qui a commencé à chanter en bien URSS en sûr. 66. Bon, il s'avère qu'effectivement, Poutine l'aime bien comme chanteuse. Medvedev, c'est Lara Fabian, voilà. Et il l'a reçue plusieurs fois, voilà. Et cette petite bonne femme qui est quand même l'ambassadrice de la langue française dans le monde entier, elle n'a pas tourné sa veste. Elle dit oui, il m'a reçu plusieurs fois. Je l'ai vu comme un ami. Voilà. Alors que tu as des politiciens. On va citer Monsieur Fillon, par exemple, qui était un très grand ami de Poutine, qui recevait des cadeaux, des bouteilles de vin pour son anniversaire, etc., qui a été tapé au Kremlin quand il a pu être Premier ministre pour rentrer au conseil d'administration de sociétés de gaz russes. Et puis, bien sûr, dès février 22, il a tout annulé. Mais enfin, bon, il a encaissé des royalties quand même pendant une dizaine d'années. Et dès que la guerre commence, il tourne le dos, c'est Poutine le vilain. Et cette petite bonne femme, non, elle assure. De toute façon, je crois qu'elle en a entendu tellement durant toute sa carrière qu'elle est vraiment au-dessus de ça. Mais elle a été courageuse de dire ça. Et ce que j'ai trouvé très drôle, c'est que Macron a quand même été forcé de l'inviter. Le président chinois est venu. Et comme c'est une vedette en Chine, il a été forcé de l'inviter à l'Élysée. Je me suis bien marré quand même. Je voudrais, si tu me permets, rappeler aussi que Berlusconi était un grand ami de Poutine. Oui. Ils étaient, parce que tu parles de cette référence, et Berlusconi connaissait parfaitement Poutine. Et Poutine a passé de nombreuses vacances dans sa magnifique ville, la Certosa, en Sardaigne. Mais il l'a défendu. Bien sûr. J'en parle dans le livre. Je sais, c'est pour ça que il l'a défendu. Il l'a défendu, mais jamais il aurait été. Oui, mais surtout, il l'a défendu à une période, à un moment dans lequel nous sommes déjà en guerre, et alors qu'on l'a forcé. Alors, il y a une histoire qui s'est passée au Parlement italien avant qu'il meure, hein, grosso modo 9 ou 8 mois avant son décès, parce qu'il allait bien. Son décès, après, il est assez soudain par rapport. Il rentre en hôpital, mais jusqu'à son entrée à l'hôpital, il était encore en forme. Et il doit faire une intervention au Parlement italien, à l'Assemblée nationale italienne, à la Camera dei Deputati, et il prépare un discours pro-Poutine. Et la chose qui est assez extraordinaire, c'est que c'est l'intervention de sa fille qui lui fait changer la feuille, et il dit exactement le contraire de ce qu'il avait prévu de dire. Ah oui. Et cela a été prouvé. Pourquoi? Parce que la feuille qu'il avait écrite, lui, de sa main, sur les louanges à Poutine, a été filmée sur le banc de l'Assemblée. Et le changement de feuille finale s'est fait quasiment quelques secondes avant de commencer son intervention. Et ça a été une situation. Et d'ailleurs, Berlusconi, c'est la dernière intervention qu'il a fait. Parce qu'il n'a pas supporté de devoir affirmer des choses. Il s'est même excusé auprès de Poutine. Et même quelques semaines avant sa mort, il avait encore envoyé des bouteilles. Il adorait le Lambrusco. Lambrusco, c'est un vin italien un peu pétillant que tu connais, mais je le dis, il avait envoyé des bouteilles de Lambrusco. Et Poutine avait fait un cadeau d'un lit
un lit où dormait Berlusconi était un cadeau de Poutine. Ces fameux lits énormes russes, tout blancs, etc. C'était le lit dans lequel il dormait. Donc pour dire les liens qui pouvaient exister et la difficulté Oui, à bien sûr. l'intérieur du cercle de la doxa, il faisait tâche. Je Pardon, pense que c'était une parenthèse. non, je pense que si nous avions encore eu Chirac, ça aurait été différent. Oui, mais Chirac parlait russe par les et Russes, il s'entendait très bien avec Poutine. Ça aurait changé. Les relations entre les chefs d'État sont très importantes quand même. bien sûr. On voit le nôtre, il s'est fâché avec tout le monde quand même. On est viré de l'Afrique, on est viré de partout, nous, maintenant. Donc, c'est grave. Qu'est-ce que pour tu la France. penses de la dissolution? C'était un caprice de gamin. De toute façon, c'est un gamin qu'on a là. Quand tu regardes l'étude, justement, j'ai commencé le chapitre par l'étude d'un de tes compatriotes. Tout à fait. Voilà, bon, quand tu lis ça, tu vois bien que c'est tout à fait vrai. Il a tapé dans le mille. Et c'est un gamin, c'est un narcissique, un but de sa personne. C'est un peu après moi le déluge. Ouais, Hein? c'est ça. Ah c'est tout à fait ça. Il a été mis en place pour détruire la France, pour vendre nos industries aux Américains. Oui, mais ça va au-delà. Hein. Je veux dire, moi, beaucoup pensent que c'est... Tu parles de caprice. Moi, personnellement, je ne pense pas que c'est un caprice. Moi, je pense que c'est un acte volontaire Oui, qui fait partie du processus de destruction. Parce qu'on a détruit l'économie, Oui. on a détruit les fondations culturelles de la France, comme il le dit aussi Philippe de Villiers, l'industrie, les fondations culturelles avec le wokisme qu'il a accepté partout, avec l'islamisation de la France dont il n'a rien fait pour empêcher cela. On est d'accord. Et à travers la dissolution, et il savait pertinemment que nous aurons eu une Assemblée nationale totalement décomposée, utilisons ce terme-là, pas scindée mais décomposée, c'était de la destruction politique. À partir du moment que tu n'as plus un gouvernement en place, un exécutif fort, dans un système comme celui de la Ve République, tu n'as plus d'institution. Oui. Mais alors, j'ai fait ce matin une interview sur Radio Courtoisie avec Nicolas Stocker et il a posé une question, mais que fait l'armée? Parce que l'armée, elle est quand même là pour défendre le peuple français. Que fait l'armée? Vont-ils se réveiller un jour? Ils ne peuvent pas le faire. Je sais qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire parce que je sais même pourquoi ils ne peuvent pas le faire, comment ils sont tenus. Ils sont tenus, mais n'oublions pas que le premier changement qui a été fait par Macron, ça a été d'enlever le général de Villiers, qui est le frère aussi de Philippe, dont il savait pertinemment les risques que la France allait courir avec un président comme celle de Macron. Et ça a été enlevé. À partir de là, c'était une lente destruction de tous les têtes. Quand on pense que nous avons quand même un ministre des Armées, un certain monsieur Cornu, qu'il a autant d'espérance que moi dans la plomberie, c'est sûr que... et celui qu'il nous avait mis aux affaires étrangères, ces journées... Bien sûr. Non, tu as lu dans le livre pourquoi il est arrivé aux affaires étrangères. Donc, Oui, moi, tu peux le rappeler. Moi, je le lis. Oui, je peux le dire, puisque c'est un article de Marianne. Bien sûr. C'est un article de l'hebdomadaire Marianne qui expliquait que quand Séjourné a vu les photos de vacances dans Pareil Match de Véran avec Attal, il a piqué une crise. Et que pour l'empêcher de parler, il fallait lui donner à Hochet, ils lui ont donné le ministère des Affaires étrangères. C'est un article de Marianne. Il y a la note de bas de page avec le numéro et la page de Marianne. Tout à fait. Mais ça, vous savez, les histoires de lutte, ça me rappelle Marine Le Pen qui racontait à un moment donné quand Philippot était son bras droit, qu'il dit, nous avions dîné ensemble, je dînais avec elle et d'autres personnes. Deux fois d'ailleurs, j'ai eu le plaisir de pouvoir... À l'époque, elle était encore censée. Et c'était drôle parce que quand elle racontait, je viens de quitter une réunion dans laquelle... Toutes les filles se tapaient dessus avec des sacs. Toutes les filles, c'était tout dit, ce qu'elle voulait dire. Mais c'est pour faire comprendre à quel point, si j'en pouvais plus, c'était terrible. Bon, revenons à nos moutons. Chapitre très important parce qu'il y a un lien aussi avec le vaccin. C'est Ukraine et BlackRock et parler aussi de BlackRock. Quel est le rôle de cette institution, de ce fonds de pension, avec Vanguard, où tu le cites aussi, mais BlackRock, tu en fais un chapitre important. Juste avant, un petit coup de griffe à notre ancien Premier ministre, si tu le permets, Bien sûr. qui s'est permis de faire un discours totalement
pour lequel il devrait être poursuivi à l'Assemblée nationale. Et il a conclu par le cri ukrainien, Salvi Ukrainia, qui était le cri des nazis, justement. Et tout son discours à l'Assemblée nationale, M. Attal a menti effrontément. Et j'espère qu'un jour, il sera entendu sur tout ce qu'il a pu prononcer de mensonges. Alors revenons à BlackRock. Oui, BlackRock, c'est important parce que les gens ne se rendent pas compte de l'influence de BlackRock dans le monde, dans le monde occidental. Dans le monde. Mais les gens ne se rendent pas compte du tout de beaucoup de choses, malheureusement. Hein. Oui. Ils sont dans leur petit monde avec leurs problèmes, ce qui est compréhensible. Mais si vous pouvez ignorer les choses, mais vous ne pourrez pas ignorer les conséquences de ce que vous avez ignoré. Ayn Rand. Donc BlackRock est en train de prendre possession de terres en Ukraine, mais dès le début, il y a eu les premiers accords ont été signés en octobre 22 avec le président Zelensky. On parle d'à peu près de 40% de terres rachetées par BlackRock. Alors, j'ai pris des renseignements avec le ministère de l'Agriculture en Ukraine et tout. Bien sûr, non, c'est faux. C'est faux. Les propriétaires sont ukrainiens, les PDG sont ukrainiens. Ben oui, bien sûr. Oui, ils sont ukrainiens. Alors, tu cherches les sociétés et tu t'aperçois qu'elles sont domiciliées au Liechtenstein, au Luxembourg ou à Chypre. Et puis, tu remontes encore et puis tu t'aperçois que, si, elles appartiennent à Vanguard, elles appartiennent à BlackRock, voilà. Qui s'appartiennent entre eux, d'ailleurs. S'appartiennent entre eux. Dans la fameuse constellation qui a été étudiée de tous les contrôles, de toute l'araignée, disons, BlackRock et Vanguard, nous avons quand même les 500 plus grandes entreprises au monde sont contrôlées directement ou indirectement par Vanguard et BlackRock. Oui, tout à fait. Dans un système clos. Oui, C'est-à-dire que quand on prend Pfizer, quand on prend BioNTech, etc., tout BlackRock, et même Google, parce que les gens ne se rendent pas compte, ils disent Google, machin. Mais non, tous. Mais BlackRock est dans Meta. Et partout. Sinon, Meta elle n'aurait jamais pu vivre. Exactement. BlackRock et Vanguard sont partout. Tu prends dans toute l'opération vaccin, McKinsey, Pfizer, BioNTech, Moderna, BlackRock est la clé de voûte de tout le système. Partout. De la position en termes de communication, ainsi que de celle... Et donc BlackRock a signé les accords de reconstruction pour l'Ukraine. Et avec les nouvelles lois, puisqu'il y avait un certain pourcentage de terres qui ne pouvaient pas être vendues, et Zelensky a changé les lois pour qu'il puisse en vendre un petit peu plus. Lui, ça lui fait des commissions qui reviennent dans sa poche, comme les armes qui partent partout. Faut savoir que les 30% des armes seulement arrivent sur le terrain, que quand la France donne 1 milliard, il y en a 600 millions qui partent dans l'industrie d'armement américaine. Voilà. Donc tu vois, après à l'arrivée, ce qui reste, c'est normal qu'ils ne s'en sortent pas. Ils n'ont pas assez d'armement. Et par contre, les armements, on les retrouve en Finlande. Il y a un grand ponte finlandais qui s'en était inquiété de retrouver des armes en Finlande, au Danemark, en Norvège. Et le ministre des Affaires étrangères ukrainien n'a pas apprécié du tout. Donc, il a été forcé de revenir sur sa position en disant finalement, on n'a pas la preuve que les armes sont chez nous. Mais aujourd'hui, les armes, on les retrouve en Amérique du Sud, on les retrouve en Afrique. Il y a une carte avec tous les pays où on les retrouve. Et puis, on les retrouve dans nos banlieues aussi. Bien sûr. Voilà. Donc BlackRock a fait sa place en Ukraine pour la reconstruction qui, Total, va frôler les 700 milliards. C'est ce qui est prévu dans les documents, dans les rapports, en tous les cas. Et donc, c'est pour ça que tu as certains médias français qui sont pro-ukrainiens. La chaîne Inculte, par exemple, parce que la chaîne Inculte, LCI, elle appartient à TF1, TF1 appartient à Bouygues, et Bouygues aimerait bien quand même récupérer quelques marchés. Voilà. Parce que sincèrement, quand on sans les mêmes appels d'offres à la française. Voilà. Quand on écoute alors pour moi, c'est pas des journalistes, mais des influenceurs sur LCI, sincèrement, ça fait honte quand même. Cher ami, il devrait un petit peu le dossier. On n'a pas préparé notre interview, mais tout s'enchaîne d'une manière assez extraordinaire. Voilà, tu as suivi les chapitres. Non, mais j'ai suivi les chapitres parce qu'il y a une chronologie, il y a une logique qui permet... Qu'est-ce qu'il y a en filigrane? C'est la désinformation. Total. Tu nous réinformes avec tes livres. Et là,
Après 2 ans et demi de fausses informations, de mensonges de la part de nos médias, il est clair que ceux que ne sont plus des journalistes que nous avons dans les médias mainstream, mais des influenceurs, ainsi un journaliste relate des faits alors qu'un influenceur oriente la pensée. Oui. Cette phrase, elle est magnifique. Oui, c'est Je tout le à- dis, non mais je dis magnifique parce que tu synthétises en 4 lignes tout ce que nous sommes en train de vivre depuis des années, mais on ne s'en apercevait pas. En réalité, le Covid a été quand même... toi, avec Tchernobyl, tu avais déjà mis le doigt sur la plaie. Mais pour beaucoup, beaucoup de gens, moi, quand je fais mes petites conférences, mes petites tables rondes en prenant la France, le Covid est un peu un moment de naissance d'une sorte de réveil. Au fond, ils voulaient l'utiliser Oui. pour anéantir et ça a permis à plein de gens de réveiller Oui. aujourd'hui, de dire allez vous faire foutre, regarde l'échec de La preuve, l'échec de la campagne vaccinale. voilà, la Mais campagne de fin août, là, Absolument. Et dans pour la octobre, variole du singe, ça, et en octobre, une semaine. Ça a en tenu une octobre semaine. pour le Covid. Oui. Octobre, le Covid, c'est un échec monumental. Mais là, ils font, enfin, je ne sais pas, mais nous, à La Réunion, ils font le vaccin de la grippe avec le Bien Covid. sûr, Oui. c'est ils font. Alors, je termine et pour cela, tout est permis. Pour démontrer la propagande russe en Afrique, par exemple, LCI, la chaîne ukrainienne, se provoque un malaise en direct le 10 août 2023 Ah oui. dans l'émission Le Club Info. Alors que la journaliste commente les images en direct, un malaise surgit. Lorsque dans son explication, elle révèle que la manipulation des masses implique la confection du drapeau russe par les couturiers africains. La situation se complique fortement au moment où Magali Lunel constate que les images montrent en réalité des drapeaux français en cours de fabrication par des petites mains nigériennes. Comment gérer au mieux ces situations délicates? La journaliste réagit avec un rire jaune et rebondit en déclarant « Ça n'a rien à voir ». Alors je n'ai rien dit. Revenons maintenant aux fausses informations qui ont circulé hier. Voilà. Je voulais lire cet extrait de ton livre parce que ta phrase, d'abord, je voudrais bien que les gens, après 2 heures et demie de fausses informations, de mensonges de la part de nos médias, il est clair que ce ne sont plus des journalistes que nous avons dans les médias mainstream, mais des influenceurs. Ainsi, un journaliste relate des faits alors qu'un influenceur oriente la pensée. C'est une phrase magnifique. Tu écris bien. Hein? C'est tout à fait ça. T'as une belle plume, hein, cher ami. Je te remercie. Ben non, écoute, j'espère. On va dire, tu vois, on est dans le temps, hein, monsieur le technicien, monsieur le chef. Hein? On est bien. On va vers la fin. Bien. Sans chrono. Non, sans chrono, mais je suis quand même. Alors, j'espère, cher ami, que nous avons donné un avant-goût de ton livre. J'espère. Je voulais vraiment énoncer, suivre les chapitres pour ne pas tomber dans une cacophonie, une sorte de bolja, Oui. voilà, dantesque, comme on dit, la bolja dantesque. Mais maintenant, dans le tête-à-tête, tu as la caméra qui est là. Oui. Tu as 2 minutes. Ça s'appelle carte blanche. Tu as le droit de dire tout ce que tu veux aux gens qui nous suivent, aux amis qui sont là, qui attendaient ce direct que malheureusement on n'a pas pu se faire pour un problème technique, mais ça ne change rien. On a travaillé comme en direct parce qu'on n'a pas bloqué, on n'a pas coupé. Exactement. Voilà. Tu as 2 minutes pour dire ce que tu veux aux gens que tu regardes. C'est cette caméra-là, mon ami. Eh bien, d'abord, un grand merci aux amis qui regardent. Un grand merci à mes lecteurs qui me contactent, puisqu'il y a l'adresse de courriel dans le livre, et qui me donnent leurs impressions. C'est très important. C'est vraiment très, très important. Et j'en ai qui me contactent de très loin dans le monde. Donc, ça fait plaisir. Il n'y a pas qu'en France. Et tu as aimé au Québec énormément. Il n'y a pas qu'en France, voilà. Et puis, surtout, j'espère que mes livres vous donnent l'envie de vous informer par vous-même, parce que l'information, elle existe. Donc, si vous cherchez, vous allez les trouver. Et puis, quand on en trouve une, elle nous renvoie sur un autre sujet et on continue à approfondir, on va sur un autre. Donc, c'est vraiment très important de chercher par soi-même. Voilà. Donc, j'espère que ça vous donne envie de vous informer, tout simplement. Et puis, laissez vos médias mainstream parce qu'ils ne sont là que pour vous mentir. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci Je rappelle à toi, tout Carlo. le monde que nous sommes là aussi parce qu'il y a des gens qui s'abonnent, il y a des gens qui font de dons. Et Réaction 19 continue son chemin de lutte. Nous allons mettre en ligne l'assignation Macron, sera vendredi. Nous sommes en train d'achever les mandats en ligne, une assignation
concernant les propos qu'il a tenus, mais ce n'est pas une plainte en diffamation ni en injure, parce qu'il a réitéré ses propos concernant la discrimination entre les non-vaccinés et les vaccinés, Oui. discrimination qui n'a aucun sens, mais aussi des propos en traitant les gens non-vaccinés comme des dégénérés, comme des sous-personnes, des sous-citoyens quasiment privés de la capacité d'exercice. Alors que lui-même n'est pas vacciné. Eh bien, c'est pour cette raison que nous avons fait cette assignation, qui est une action civile, qui sera portée devant le tribunal judiciaire de Paris, qui va être ouverte par Action 19. Comme ça, c'est moi qui assume la responsabilité en tant que président de l'association. Et après, il y aura du monde. Il y a beaucoup de monde qui souhaite intervenir volontairement. Ils auront le temps jusqu'au 31 décembre de cette année pour s'associer à travers ce qu'on appelle intervention volontaire. Voilà. On explique tout ça. Tout ça est prêt. L'assignation a été définitivement approuvée par notre avocate qui s'appelle Maude Marian, qui est très connue. C'est elle qui porte l'assignation. Mais nous sommes là en tant que Réaction 19. On a travaillé ensemble dans la rédaction de cet acte, de cette action responsabilité. Parce que pour nous, M. Macron n'a pas agi en tant que président. Non. Il était au-delà de ses fonctions et tenir des propos de cette nature, alors que le président de la République incarne la France, incarne l'unité du peuple français. Un président, il n'est pas le président d'une partie des Français, il est le président de tous les Français, des Français malades, des Français homosexuels, des Français femmes, des Français hommes, des Français de toute nature, vaccinés ou non vaccinés. C'est la France. Et tu ne fais rien sur M. Bruno Le Maire avec ce qu'il a déclaré en commission au Sénat, Alors, que finalement son rôle c'était que de vendre la dette de la France et on retrouve BlackRock encore. C'est tout à fait juste. Le problème qui se pose, c'est que nous, en tant qu'association Réaction 19, nous avons un objet. C'était de lutter contre toutes les discriminations, contre toutes les lois liberticides de ce qui est arrivé pendant le Covid. Donc les gens me demandent de tout, mais il faut que je reste, il faut que nous restons en tant qu'association, dans le cadre de notre objet. Or, se battre contre ce que M. Macron a pu dire et faire à l'encontre des non-vaccinés est un acte qui entre parfaitement dans l'objet de notre association parce que ce qu'il a fait est liberticide. Oui, tout à fait. Et c'est le mot qui fait partie, qui est dans notre que tu as lu aussi. Je l'ai mis dans d'autres livres. Donc, c'est pour cette raison que le moment est venu, il y a un temps pour tout, comme dit l'Ecclésiaste. Nous avons décidé ce temps-là parce que c'est un temps dans lequel il fallait qu'on ait assez d'infos aussi qui remontent de la partie obscure, qui nous permet aujourd'hui d'y voir beaucoup plus clair. Parce qu'il y a un article aujourd'hui même dans le Canard enchaîné, dans lequel on est en train de détruire des milliers de boîtes de médicaments Pfizer payées à des prix exorbitants. C'est un article dans le Canard enchaîné qui est sorti aujourd'hui, qui ne vient que confirmer ce que avait été écrit dans le fameux livre Remède mortel, qui était la grande bible de la dénonciation des bipharma. Notamment, il ne faut pas oublier que Pfizer a déjà été condamné, a dû signer des transactions autour de 2 milliards 800 millions d'euros pour tenter de mettre fin à des procédures, sans compter tous les autres. Donc aujourd'hui, je pense que il faut, je le dis toujours, même en tant que président d'une association, nous ne sommes pas là pour agir dans la vengeance. On n'est pas dans la vengeance. Moi, je suis un juriste. Mon rôle, c'est d'utiliser le droit. Rien que le droit, pas la loi. Le droit. Parce que la loi, parfois, ne correspond pas au droit. Et c'est ce que nous avons prouvé. Je te remercie encore. Ce fut un plaisir immense. Merci beaucoup. Et vraiment, ton livre, je l'ai dévoré. Je vais même le relire parce qu'il faut que je prenne maintenant plus de temps. C'est ce que me disent certains militaires qui l'ont. On est obligé. Ils savaient des choses, mais ils me disent tu es rentré dans des détails que l'on ne savait pas. Absolument. Et il y en a un, il me dit je suis à la 3e lecture tellement j'en apprends un peu plus à chaque fois. Absolument, parce que vraiment, c'est d'une recherche. Mais comme la Bible, on ne la lit pas d'un coup. Voilà. La Bible, on apprécie chaque livre, chaque paragraphe, les proverbes, l'Ecclésiaste et tous les autres livres de la Bible, y compris les évangiles, qui sont toujours une bonne leçon, comme il le rappelle De Villiers dans son ouvrage Mémoricide. D'accord. Merci à toi, cher ami. Grazie mille. Grazie mille. J'embrasse tout le monde. Je suis vraiment très heureux. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Pardonnez-nous pour le vent, mais nous serons en direct la prochaine fois. Merci encore. Ciao. Et attention, sortez couverts.